nous allons entamer cette masterclass de clôture consacrée à un thème qui finalement rejoint l'ensemble des préoccupations de la Société française de santé digitale. Quelle santé demain? Quelle place pour la télémédecine? Parce qu'évidemment, rien de ce qui concerne la santé ne nous est étranger. Et la question qui se pose à nous depuis les débuts de ce congrès annuel, c'est quelle place souhaitons-nous voir occuper la télémédecine, la télésanté plus largement, dans les procédures de santé dont nos concitoyens peuvent bénéficier. Pour en parler, trois experts. Nous entendrons d'abord en vidéo, parce qu'il n'a malheureusement pas pu se libérer à l'instant présent. Il est avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Guy Valencien, qui est membre de l'Académie de médecine, chirurgien, qui fait partie également de l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et qui est un fin connaisseur des problèmes de la santé, de l'intelligence artificielle et de l'immixtion de tout ce qu'on peut faire avec du digital en santé. Nous entendrons également Yann Maël Ledouarin, qui est un médecin qui est actuellement responsable du conseil scientifique et qui est également l'auteur du congrès de cette session de la Société française de santé digitale. Il travaille à la Direction générale de l'organisation des soins, la DGOS, donc au ministère de la Santé. Et il nous a paru intéressant d'avoir un médecin qui soit à la fois un jeune confrère de la génération qui est née avec le digital et le numérique, en même temps que quelqu'un qui, de par ses responsabilités au ministère, voit de près l'évolution et l'accompagnement que la puissance publique administrative peut faire de ces nouvelles pratiques de la médecine. Et puis enfin, David Gruson, qui est énarque, qui a été directeur de centre hospitalier universitaire et qui est aujourd'hui responsable du département intelligence artificielle au sein de la Société française de santé digitale, lui aussi, et moi-même, eh bien, qui essaye d'enseigner tout cela comme je le peux et d'intégrer ça à ma pratique. Je suis par ailleurs délégué aux affaires institutionnelles, délégué général de la Société française de santé digitale, et je vois que plusieurs des responsables, passés présidents, se sont joints à nous pour cette session terminale. Alors, sans plus attendre, je vous propose de regarder ensemble le témoignage que Guy Valencien a enregistré ce matin à notre intention et d'entendre ensuite nos deux autres intervenants. Si nos amis de la technique veulent bien lancer la vidéo, c'est à eux. Quelle santé demain? Quelle place pour la télémédecine? Vaste sujet qui amène un nombre conséquent de réponses que je vais essayer de résumer. La première chose, c'est que nous sommes dans un monde qui n'est pas celui de la santé, mais celui de la maladie. Le ministre de la Santé est le ministre des maladies, car en fait, on ne s'occupe pas de prévention en France. Quelques milliards seulement dévolus sur les 200 de consommation de biens de santé. C'est vraiment tout à fait ridicule. Il faut augmenter considérablement le budget de la prévention. Il faut aussi relier le médical, l'infirmier au médico-social, de façon à en faire une seule unité, rejoindre aussi l'environnemental, car la santé est un tout qui englobe l'agriculture, l'environnement, le sport, en même temps que les soins. Il faut enfin que les médecins, que les infirmiers, les pharmaciens, les kinésies, les sages-femmes, tous les autres professionnels de santé travaillent ensemble. Or, on voit bien les difficultés qu'il y a à faire travailler les uns avec les autres, même si dans le cadre des communautés professionnelles de territoire, les choses avancent, alors que dans les groupes hospitaliers de territoire, on a plutôt l'impression que l'on patine. Il faut aussi, bien évidemment, dans un système, je dirais, qui est dans l'économie du monde et qui n'est pas hors de l'économie du monde, comme le pensent certains, il faut que l'on évalue notre activité, car la tarification à l'activité n'est pas mauvaise en elle-même. Il lui a manqué depuis le début, et je militais pour, une évaluation de la pertinence et de la qualité des actes. On sait qu'il y a inflation d'actes lorsque ceux-ci permettent de rapporter de l'argent, notamment à l'hôpital, mais aussi dans les cliniques. Il faut donc véritablement engager une profonde transformation du système de façon à pouvoir en temps réel, grâce aux données qui sont colligées par les ordinateurs, en temps réel aboutir à pouvoir évaluer
le fait que nous faisons les bons actes pour aux bonnes personnes et s'assurer que ces actes sont faits avec des résultats de qualité, ce qui implique une double évaluation, une objective sur les données objectives médicales, infirmières et autres, et une subjective qui est celle du ressenti des patients et de leur qualité de vie personnelle à partir de questionnaires qui pourraient être envoyés par email sans aucune difficulté ni coût important. Il faut enfin il faut aussi que l'on se préoccupe de mieux faire se coordonner la recherche et l'industrie. Il faut cesser ce bashing de l'industrie, toujours parler des big pharma comme si vraiment c'était les ogres qui créaient les maladies pour vendre leurs poisons, chose insupportable. Il faut donc que l'on ait des relais beaucoup plus forts entre la recherche académique, la recherche aussi privée et les compagnies pharmaceutiques et les compagnies de matériel et de dispositifs médicaux. Dans ce cadre-là, le CNRS qui s'occupe de la santé pour une part et l'INSERM devraient fusionner. Je ne vois pas pourquoi on a deux systèmes différents. Nous devrions créer un institut de la recherche en santé qui permettrait que tous puissent travailler au bien-être de la population française. Autre élément de réflexion notable sur la santé demain, celui des assureurs, des mutuelles. Il faut bien voir que nous avons d'immenses plateformes à la puissance colossale qui dépasse celle des États comme Google, Apple, Amazon ou Microsoft aux États-Unis, ou les grandes plateformes Alibaba ou l'assureur Ping An en Chine qui assure plus de 300 millions de Chinois et qui développe déjà des structures de soins, des hôpitaux qui intègrent donc l'assurance dans la prise en charge des patients. Et nos pauvres mutuelles et nos pauvres assurances franchouillardes risquent d'en prendre un coup dans la mesure où notamment Google, Amazon et Apple sont déjà rentrés dans le domaine de la santé et vont y aller de plus en plus fort. Ils ont pour là un champ d'action considérable. Je voudrais maintenant évoquer la gouvernance du système de santé. Il est clair qu'on ne peut pas rester sur une gouvernance teutonienne, top-down, qui depuis Paris décide de tout. Il faut régionaliser au maximum les instances de décision et les financements, sachant que pour chaque Français on dépense environ 3 000 €, il ne serait pas illogique qu'il y ait au moins 1 500 ou 2 000 € de dévolus aux régions en fonction du nombre d'habitants, en rajoutant une péréquation concernant entre les régions pauvres et les régions riches, de façon à maintenir une égalité d'accès aux soins, égalité d'accès qui n'a jamais existé du reste, quand je dis maintenir, de façon à observer et à recréer une égalité d'accès aux soins, sachant que le contrôle, en revanche, de ces instances régionales pourrait être national, voire même, je dirais, européen. Débordons le cadre français des 67 millions que nous sommes et pensons d'emblée à 450 millions d'Européens, ça vaudra mieux pour tout le monde. Le deuxième point à développer est celui de la télémédecine. Et je dois dire que je suis un peu frappé parce que depuis 45 ans, pendant 45 ans, je n'ai cessé de faire de la télémédecine avec mon téléphone. Les malades m'appelaient, je les appelais et nous avions des entretiens extrêmement fructueux et beaucoup de choses ont été réglées comme ça au téléphone sans être dans un cadre présentiel. Je dois dire aussi que depuis une vingtaine d'années, les malades nous envoient tous leurs dossiers, l'imagerie y compris, les résultats de biologie par Internet, sachant que Big Brother est pour eux, mais ça ne les gêne pas, ils veulent avoir au bon spécialiste et avoir la réponse la plus rapide possible. Donc, véritablement, voilà bien longtemps que nous faisons de la télémédecine. On a voulu en faire une espèce d'histoire incroyable en voulant hyper protéger les données. Je m'amuse parce que véritablement, on pourrait, notamment si on utilisait des personnels tels que je le souhaite, à savoir ces infirmières de pratique avancée, dont il faut multiplier le nombre pour qu'elles soient présentes sur le terrain. On pourrait très bien créer parmi elles des infirmières de première ligne qui seraient les premières à aller dans la maison, dans l'appartement, dans l'entreprise, dans l'administration, l'école, l'usine, où que ce soit, pour voir ce qui se passe et régler généralement, de ce qu'on sait parmi les pays qui l'ont fait, 50% des problèmes par elles-mêmes, dans un quart des cas en référer au médecin généraliste du patient et dans un quart des cas envoyer le malade aux urgences. Et pour ce faire, on pourrait utiliser des téléphones portables, des smartphones qui soient dédiés
aux professionnels et qui soit financé par les caisses d'assurance maladie. Donc, on pourrait prendre des images d'une plaie, d'une brûlure, d'une maladie de peau, d'un hématome, de ce que vous voulez, sans qu'on sache que c'est monsieur ou madame un tel. Il faut donc penser véritablement que la télémédecine va transformer considérablement, et l'informatisation globalement, vont transformer considérablement nos métiers. Certains d'entre eux vont diminuer en fréquence. Je parle des médecins, notamment les anatomopathologistes, les radiologues, au-delà de la radiologie interventionnelle, les biologistes, c'est déjà fait, et d'autres spécialités vont se voir être moins nombreuses en hommes et en femmes pour agir, compte tenu de l'intelligence artificielle qui avance à grands pas. En même temps, l'introduction des personnels de niveau master, les infirmières de pratique avancée, vont prendre une partie de l'activité, ce qui est tout à fait sain. Depuis 13 ans, nous avons dans le service des infirmières en pathologie de la prostate, spécialisées en pathologie de la prostate. Elles font tout l'interrogatoire du malade, tout l'examen clinique, toucher rectal y compris, l'échographie abdominopelvienne, les prélèvements de biologie urinaire et sanguin. Et lorsque nous voyons le malade, il a déjà été préparé par l'infirmière et la relation est encore meilleure. Puis ensuite, nous alternons les consultations avec les infirmières, une fois sur deux, et le médecin l'autre fois. Elles peuvent represcrire des médicaments, faire des injections intracaverneuses, mettre en place des sondes urinaires alors qu'elles n'ont pas le droit en première fois normalement. Bref, oui, nous avons besoin de façon aiguë de ces personnels. Il en faut à terme 100 000. Et je suis convaincu que nous devrons être moins de médecins en France, car il n'y pourra plus besoin d'être aussi nombreux à niveau bac plus 10 ou 12 pour faire des tâches que des bac plus 3, 4 ou 5 peuvent assurer. Il faut donc cette cohésion entre les professionnels qui devrait permettre de mieux soigner les malades. Finalement, la télémédecine, elle est ce qu'elle est. Elle doit bien sûr assurer des consultations. Arrêtons de croire que l'on déshabille le malade à chaque fois qu'on le voit. Surtout qu'un généraliste connaît bien sa patientèle. Il la voit à la fois dans la rue, dans les magasins, au marché. Et donc, on n'a pas besoin tout le temps d'être en présentiel pour faire un diagnostic. Enfin, au-delà de la téléconsultation, il y a la téléexpertise et le télémentoring. Et ça, j'ai pu, moi, opérer et faire opérer de mes collègues chirurgiens jusqu'en Malaisie, à Kuala Lumpur, grâce à la robotique où on pouvait, avec une flèche informatique sur l'écran, montrer le chemin à suivre, voire reprendre les éléments avec les manettes que nous avions à Paris, entre Paris et Kuala Lumpur. Donc c'est tout à fait faisable. On le sait depuis que Maresco l'a fait. Et enfin, la télésurveillance, avec les dialyses, par exemple, qui sont effectuées depuis Saint-Pierre et Miquelon, à 4500 km de France, et contrôlées par un néphrologue à l'hôpital du Mans. Donc on voit bien que ce qu'il va falloir changer, ce sont les mentalités. Il faut arrêter de s'accrocher à son petit boulot, à son petit précaré, penser ensemble, jouer l'informatisation, jouer le numérique, jouer la téléconsultation, la téléexpertise, de façon à offrir enfin un véritable système de santé adapté, sachant que là encore, la prévention est essentielle, de façon à assurer la meilleure santé aux Français et aux Européens demain. Voilà, nous avons entendu ce témoignage fort du praticien expérimenté, du chirurgien expérimenté, chef de service, qu'est le professeur Guy Valencia. Et il nous a dit des choses fortes que je vous propose de retenir avant de passer la parole à l'intervenant suivant, que la santé, c'était non seulement la maladie, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la prévention, le médico-social et l'environnemental. Il a fait aussi un appel fort à la pluridisciplinarité, dont on voit le début du commencement de la mise en œuvre avec les communautés professionnelles de territoire, mais encore trop timides. Il nous a aussi parlé de l'importance de l'évaluation, de la pertinence et de la qualité de nos actions, et donc du rôle de la donnée qui est recueillie et qui pour l'instant est trop mal utilisée, ces fameuses big data qui font peur à certains, mais qui, convenablement anonymisées, permettraient de savoir bien mieux que nous ne le savons en France, l'état réel de la santé et ou des pathologies et ou des traitements de nos concitoyens. Et puis il a fait un appel, et ce n'est pas étonnant, au partenariat public-privé. Lui qui a œuvré tant d'années dans un centre mutualiste à but non lucratif, loin des intérêts privés, il sait pourtant à quel point les partenariats public-privés peuvent être porteurs s'ils sont bien encadrés, bien entendu, bien gérés, être intéressants, et à quel point, par exemple, la fusion d'institutions parfois stupidement concurrentes ou en doublon, comme les éléments médicaux du CNRS ou santé du CNRS et de l'INSERM,
ou bien comme la non-intégration des assurances et des mutuelles pourrait être intéressante par rapport aux monstres que sont en train de constituer des géants comme les GAFAM et tout ce qui est la santé intégrée, à la fois de ceux qui ont la donnée, ceux qui proposent des thérapies et ceux qui traitent la donnée et ceux qui traitent les malades dans des centres de santé. Et puis, s'agissant de la télémédecine, eh bien, il nous a dit qu'il en faisait depuis 45 ans par les messages qu'il échangeait avec ses confrères, avec les patients, avec les résultats des laboratoires d'analyse médicale ou d'imagerie. Et il a plaidé pour le rôle des infirmières de pratique avancée, celles qui devraient être en première ligne au domicile ou sous lieu de vie des patients, tant il est vrai qu'il est important de savoir replacer le patient dans son environnement habituel, que là se trouve parfois la clé ou de son observance au traitement, voire même de sa maladie. Finalement, la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, toutes ces modalités de la télémédecine sont véritablement, non pas un substitut aux pratiques habituelles, mais doivent s'ajouter aux pratiques telles que nous connaissons, aux pratiques classiques. En fait, l'idée, et il a terminé là-dessus, je dis ça parce que certains d'entre vous ont eu du mal à l'entendre, mais pourront le voir en podcast, à la rediffusion. Il a terminé en disant qu'il importait de changer les mentalités et donc de jouer la télémédecine, de la jouer pleinement, c'est-à-dire d'en utiliser toutes les potentialités, de les développer, de les encadrer naturellement. Et c'est sur ce point que je voudrais demander aux directeurs d'établissement, aux directeurs visionnaire qu'a été David Gruson, mais aussi à celui qui aujourd'hui gère de la donnée, de nous livrer son témoignage sur la télémédecine. Quelle santé demain? Quelle télémédecine? Quelle place pour la télémédecine? David, tu as la parole. Oui, merci Jean-Jacques. À vrai dire, sur le fond du sujet de la télémédecine, le vrai mot de la fin et le témoignage d'expert sera celui de Yann-Maël Le Douarin, dont je salue par ailleurs l'engagement avec toute l'équipe du conseil scientifique de ce congrès pour faire vivre cet événement. Moi, je vous donnerai peut-être plus un propos effectivement avec sur une décennie particulière qui s'achève, sur une note à la fois d'optimisme, mais évidemment de mise en garde sur un certain nombre de points. Il y a 10 ans, j'étais conseiller santé à Matignon et à l'époque, avec un certain nombre d'ailleurs de personnes présentes aujourd'hui, ont contribué à forger le décret qui fixait le régime juridique de la télémédecine. C'était une avancée à l'époque, ces décrets de 2010 ont été depuis copiés dans beaucoup d'endroits, mais c'était un peu une avancée à la française avec ce que l'on fait parfois de pas bien en France, c'est-à-dire qu'on crée du droit sans prévoir le modèle économique ou le modèle opérationnel qui va bien. C'était pas faute dès ce moment-là pour les pionniers de la Société française de télémédecine, devenue depuis SFSD, de militer pour déverrouiller le modèle économique de la télémédecine. Il a fallu 10 ans jusqu'à cet avenant 6 à la Convention médicale de 2018 et puis toutes ces mesures de libéralisation du recours à la télésanté qui ont été opérées dans le contexte de la réponse à la pandémie de Covid-19, il a fallu 10 ans pour aboutir à ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une télésanté qui entre dans les pratiques courantes. Alors certes, le rythme de croisière d'usage à ces solutions sera peut-être pas toujours celui qu'on a connu au pic pandémique du printemps, mais quand même, tout ceci est maintenant entré dans les mœurs. Il y a une vraie bascule favorable à la transformation numérique de notre système de santé. Il y a aussi un agenda politique qui a été tracé par les pouvoirs publics sous l'impulsion de Dominique Pont. On a un Health Data Hub qui se structure, des initiatives sont prises. Donc, vrai constat positif. Néanmoins, on sent que ce mouvement de transformation digitale n'est pas exempt non plus d'un certain nombre de risques. Risques d'usage sauvage, au mépris des éléments de cadrage à la fois pratiques, éthiques, médicaux que pose la SFSD dans ses travaux sur le recours à ces outils. Risque également de blocage, pour revenir à mon point initial sur le risque, le penchant français pour le réglementarisme. On sent que dans une temporalité d'accélération de la transformation numérique, on ne pourra pas se repermettre collectivement l'erreur ou l'inertie d'il y a 10 ans. On ne pourra pas cette fois-ci
à l'heure de l'accélération de la transformation numérique, à l'heure du développement d'outils d'intelligence artificielle de diagnostic médical, d'attendre à nouveau ne serait-ce que 18 mois pour pouvoir avoir un vrai déverrouillage pratique de ces outils. Et on voit que cette question-là reste assez largement devant nous. Comment est-ce qu'on va permettre en 2021 de donner accès concrètement aux professionnels de santé et aux patients en France et en Europe à ces nouveaux outils de télésanté, de diagnostic par IA, dans des conditions accessibles. Parce que là, il ne faut pas se voiler la face. Si on n'est pas capable de créer cette accessibilité pour les patients français, nos concitoyens, en tout cas ceux qui en auront les moyens, se tourneront vers des outils conçus hors d'Europe pour répondre plus facilement à leurs besoins de santé. Et là, évidemment, le risque sera celui d'un délitement du principe de solidarité qui fonde notre sécurité sociale. On a inventé collectivement avec l'assurance maladie, sans doute aussi avec les complémentaires, de nouveaux modèles d'accès à cette innovation. Et je crois vraiment que la question de l'ouverture de nouvelles dispositions de prise en charge de cette innovation en santé numérique est réellement l'enjeu majeur de l'année qui vient. Et je terminerai par une note positive sur ce point. La SFSD a contribué avec d'autres, mais y apporté une part tout à fait déterminante à la reconnaissance, qui est une avancée de 2020 dans une année compliquée, du principe d'une garantie humaine du numérique et de l'intelligence artificielle en santé. Vous savez, c'est cet article 11 du projet de loi bioéthique qui finit son parcours au Parlement, l'idée que ces technologies nouvelles doivent rester sous supervision des professionnels et des patients pour en conserver le sens, la fonctionnalité, l'efficacité, mais aussi l'adéquation avec les valeurs d'une médecine personnalisée, une médecine de l'attention à la personne, qui sont celles que l'on porte en France et en Europe. Et on a vu pendant la crise Covid-19 que cette attention à la personne et non pas simplement au tout collectif n'était pas prise dans les mêmes proportions sous d'autres horizons. Préservons ces valeurs, mais préservons-les dans une optique d'ouverture à la modernité technologique qui se fait jour. Poursuivons le mouvement, et c'est pour ça que c'était vraiment important d'avoir ces travaux très, très denses à l'occasion de ce congrès de la Société française de santé digitale. Voilà les quelques mots, cher Jean-Jacques, que je voulais partager pour cette session de clôture. Merci David. Je voulais insister sur le point de vue de David parce qu'il a un profil particulier, indépendamment du fait qu'il est aujourd'hui responsable d'un département intelligence artificielle au sein de notre société savante. Il a un parcours particulier parce qu'il a fait l'école des hautes études de santé publique, puis l'ENA, puis il a été, ou je ne sais plus dans quel ordre d'ailleurs, conseiller technique du cabinet du Premier ministre, puis délégué général de la Fédération hospitalière de France, donc les hôpitaux publics, et puis conseiller référendaire à la Cour des comptes avant aujourd'hui de s'intéresser à l'informatisation des procédures administratives en milieu hospitalier. Il ne sera peut-être pas tout à fait d'ailleurs innocent, sauf erreur de ma part. Sa promotion à l'ENA, c'est la promotion Simone Veil, une grande dame qui a beaucoup œuvré dans la santé, mais avec cette préoccupation humaine et éthique, cette préoccupation de progrès qui ne bouscule rien, mais qui fait tout évoluer, que nous avons eu l'occasion de saluer lors de son transfert, le transfert de ses cendres au Panthéon. Et il est fondateur donc de Ethic IA, qui s'intéresse à cette présence forte de l'éthique dans l'intelligence artificielle, comme quoi le facteur humain, le contrôle humain ultime, quoi que l'algorithme puisse suggérer ou proposer, est une donnée essentielle. Alors, comme l'a dit David, le mot de la fin, en quelque sorte, nous avons choisi de le réserver à Yann Maël Le Douarin, qui est médecin, qui est un fort bon connaisseur de ces questions et qui, à la direction générale de l'offre de soins, la DGOS au ministère de la Santé, a la responsabilité de ce secteur. Il est aussi le président, le responsable du conseil scientifique de ce congrès. Il a mis au point tout le programme qui nous a permis 4 jours durant d'éveiller nos esprits à toutes ces questions. Et il préside le collège télésanté de la Société française de santé digitale. Il était donc logique, en effet, que Yann Maël ait le mot de la fin, en quelque sorte. Yann Maël, c'est à toi.
Merci beaucoup Jean-Jacques. Je pense que le mot de la fin, ça sera au moment des questions et ce sera le public, je pense, qui nous le donnera avec ses retours. Et je voulais profiter d'abord pour remercier le comité scientifique. Avec l'INA, nous n'aurions rien fait sans tout le monde, sans l'investissement de Leïla, de Alain, que je vois devant moi, et de tous les membres du comité scientifique. Et je suis très fier d'avoir pu travailler avec eux pour ce congrès. Pour la session d'aujourd'hui, alors c'est assez difficile de passer en dernier parce que du coup j'ai envie de réagir sur beaucoup de choses qui ont été dites par Guy Valancien et David Gruson. Peut-être sur une première, effectivement je suis d'accord avec lui, on ne peut plus réglementer de la même façon aujourd'hui avec le digital que ce qu'on faisait avant. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de faire avec le texte de loi sur le télésoin, où vous l'avez probablement remarqué, contrairement à la télémédecine il y a 10 ans où on avait fixé de manière... Alors, ça se comprenait à l'époque, mais de manière un peu rigide, avec 10 ans de recul, 5 types d'actes qui pouvaient se faire en télémédecine. Aujourd'hui, le télésoin a été simplifié et on a simplement dit que tout ce qui pouvait se faire, dans le champ du décret de compétences de chaque professionnel de santé, tout ce qui pouvait se faire en digital était de fait autorisé, après avis de la Haute Autorité de Santé, et ce qui permet d'ailleurs une souplesse beaucoup plus large, et ce qui fait qu'aujourd'hui, dès maintenant, dans les négociations conventionnelles que peuvent avoir les différents professionnels de santé avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, il y a déjà des négociations en cours sur la prise en charge à distance des auxiliaires médicaux et des pharmaciens. Donc ça permet une rapidité, une fluidité qui est assez intéressante. Globalement, en préparant, en réfléchissant un peu à la table ronde de la télémédecine de demain et après avoir échangé beaucoup avec vous, Jean-Jacques, j'ai fini par me dire qu'en fait, le numérique aujourd'hui ne nous sert pas à préparer la médecine de demain, mais plutôt à rafistoler la médecine d'hier. Et c'est un peu frustrant. Alors, heureusement, il y a le congrès, il y a tout ce qu'on a pu voir pendant 4 jours, tout ce que vous, ici présents, faites, où vous travaillez réellement, vous, sur la médecine de demain, mais globalement, en France, les institutionnels, les professionnels, etc., j'ai plus l'impression qu'on travaille sur un rafistolage de la médecine d'hier, qui est encore malheureusement trop présente, plutôt que de la construction de la médecine de demain. Pour travailler sur la médecine de demain, il faut vraiment se dire que le numérique est une occasion de repenser entièrement le système de santé. Ce n'est pas en empilant des nouvelles couches et à chaque rupture technologique, à chaque nouvelle possibilité, nouveaux métiers, nouveaux décrets, en empilant des choses qu'on va réussir à faire quelque chose de cohérent, quelque chose d'innovant et quelque chose qui permettra, comme le disait Guy, d'ajouter la prévention aux soins, d'ajouter le bien-être à la santé, le sport, etc. C'est vraiment en repensant entièrement le système autour de la philosophie du système de santé français et de nos fondements, en repensant le système de santé qu'on arrivera réellement à créer ce modèle. Ce modèle, on a déjà des pistes, hein. On souhaite tous plus pluriprofessionnels, et on l'a vu pendant le congrès. On souhaite tous, et ça commence à se voir augmenter la place du patient et la place du citoyen avec une démocratie sanitaire renforcée dans le digital. Le digital a ça de fort qu'il permet de favoriser l'empowerment du patient et la démocratie sanitaire. Il faut absolument qu'on s'en saisisse. Et le numérique a ça d'intéressant aussi, que c'est un catalyseur en fait, qui nous permet de réinterroger, de nous poser des questions sur toute notre pratique, qu'elle soit en présentiel, qu'elle soit à distance, qu'elle soit relationnelle ou technique. Elle nous réinterroge et elle permet de catalyser les questions, les changements et de pousser à l'innovation. Et c'est en ça que pour moi le numérique permet de préparer la santé de demain. Et je viendrai juste sur un petit mot de conclusion. On parlait de la place de la télésanté demain. Pour moi, aujourd'hui, ou dans les dernières années, on va dire, on était dans le numérique en santé, on était plus axé 13 outils. J'espère, et en voyant ce que vous faites, ce qu'on fait tous collectivement, on est en train de passer à la santé numérique, c'est-à-dire qu'on a mis le soin avant le numérique. Et j'espère que demain, on ne parlera plus que de santé tout court, le numérique étant simplement un outil comme un autre. Alors, j'ai utilisé le mot outil, mais le numérique étant simplement, on va dire, au service de la santé, du parcours, du pluriprofessionnel, du patient, des professionnels de santé. Voilà, qu'on passe du numérique en santé à la santé numérique, puis demain, j'espère, à la santé. Merci infiniment, Yann Maël. C'est vrai qu'on ne peut que remercier tous ceux qui ont concouru à la confection de ce programme, aussi à l'assistance,
présidente qui est assise au deuxième rang, le passe-président qui est au premier rang, mais aussi tous ceux qui les ont assistés dans la préparation. Je crois que c'est important, effectivement, c'est de retenir que la télémédecine, la télésanté, gardons le mot outil, en tout cas c'est un moyen vers cette santé globale qui intègre les notions de prévention, d'éducation, d'accès à la santé, d'ubiquité, on a parlé des populations fragiles hier, de permanence aussi. Bref, c'est un outil qui vient s'ajouter, un moyen qui vient s'ajouter à ceux traditionnels existants et qu'il ne faut pas évidemment oublier, mais je crois qu'il faut utiliser ce que la technologie nous offre en sachant garder la maîtrise de ces moyens, de ces outils, comme finalement le couteau qui peut servir à la fois à trancher utilement un morceau de fromage ou bien à assassiner son voisin. Ça n'est pas l'outil qui est en cause, c'est l'usage qu'on en fait. Alors, la parole pour ces minutes qui nous restent est donnée à l'assistance. Qui veut la prendre avant peut-être de laisser le mot de la fin à notre présidente si elle désire intervenir. Alors, je vais poser une première question, soit à David, soit à Yann Maël. S'il fallait faire un pas réglementaire ou législatif de plus pour favoriser un juste, bon et plein usage de la télémédecine aujourd'hui, quel serait-il? Sur quoi faudrait-il attirer l'attention du législateur ou des services en charge de la réglementation qui puissent nous aider à ce développement? David ou Yann Maël? Oui, peut-être un mot sur ça, en écho à ce que je disais dans le propos. Je pense qu'on a à se trouver dans la partie finance ou droit financier, une réflexion et un segment de soutien à l'innovation numérique un peu structurel. Alors, il y a des aides sur la santé numérique, y compris encore eu des annonces ce matin dans le cadre par le président de la République avec l'idée de l'ouverture d'un campus de santé numérique. Mais je pense qu'on va avoir besoin surtout de financement et de soutien dans l'innovation numérique du quotidien, avec une question prioritaire sur 2021, c'est l'accès à ces algorithmes de diagnostic médical, ces algorithmes d'IA, pour qu'on ait la première reconnaissance du côté de la sécurité sociale, mais aussi du côté des complémentaires, parce que je pense qu'on ne pourra pas faire tout supporter, vu la situation financière de l'assurance maladie après la crise Covid, tout sur elle-même. Il faut trouver un modèle de soutenabilité de l'accès à l'IA. Ça me semble être l'enjeu prioritaire qui, pour le moment, est un peu en dessous du radar, malheureusement. Merci David, d'où le rôle peut-être d'ailleurs des infirmières de pratique avancée qui peuvent, en utilisant convenablement et leurs connaissances et ces outils, aller plus vite et éviter un certain nombre d'erreurs, d'accidents, de délais préjudiciables aux patients. Autre question. En fait, si tu me le permets, moi, une priorité, on va dire, législative et un conseil prioritaire, on va dire, à destination des entrepreneurs. Sur le côté législatif, moi, ma priorité, forcément, travaillant à la DGOS, je suis parti pris, mais c'est très rapidement de pouvoir proposer un modèle réglementaire et surtout financier pour la télésurveillance, pour que la télésurveillance, on voit le potentiel énorme que ça a pour énormément de patients. Et il faut qu'on sorte du modèle expérimental et qu'on le fasse rentrer dans le droit commun très rapidement pour que ça puisse bénéficier à tout le monde. Je pense que notre challenge, nous, à la DGOS et au ministère plus globalement, avec la CNAM et la HAS, c'est de pouvoir permettre à tous de bénéficier de la télésurveillance. Et pour rebondir aussi sur ce qu'a dit David, je pense que collectivement, alors là, c'est pas réglementaire, mais il faut qu'on change un peu notre façon de voir l'accès au marché, et ça, c'est un travail collectif, de ces outils de télésurveillance, qu'on arrête de fonctionner avec l'ancien monde, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. L'ancien monde, c'est je passe à la haute autorité de santé, je passe devant le CEPS et j'ai un prix assurance maladie comme le médicament. Si on reste dans ce modèle-là, on n'arrivera pas à développer l'accès au marché des nouvelles solutions parce qu'elles sont hyper dynamiques pour plein de raisons. Et il faut que collectivement, on arrête de penser à ce Graal qu'est le remboursement assurance maladie CEPS et qu'on change un peu notre logiciel, qu'on pense à d'autres types d'accès au marché et s'ils n'existent pas, qu'on les invente. Oui, et faire vaincre certaines réticences ou frilosités, où on voit par exemple la Caisse nationale d'assurance maladie attendre qu'il y ait plusieurs dispositifs d'une même catégorie pour créer l'acte qui en permet véritablement le déploiement. On a vu ça avec par exemple un outil qui sert à détecter à l'avance les récidives de cancer du poumon, dont on connaît le terrible pronostic et la rapidité d'évolution, et la Caisse nationale d'assurance maladie hésitant à créer l'acte qui serait pourtant indispensable au vrai déploiement d'un tel outil, salué d'ailleurs par le président de la République dans une intervention télévisée, ce qui prouve que d'un bout à l'autre de la chaîne administrative, il y a parfois des paradoxes qu'on s'explique mal. David, tu voulais reprendre la parole.
Non, alors je t'ai vu te lever par erreur. Est-ce que dans les 5 minutes qui restent, l'une de nos coprésidentes voudrait prendre la parole et clore ce congrès à la suite de Yann Maël? Bonjour à tous, c'est Nathalie Salle qui parle. Je ne sais pas si Lina, tu veux t'exprimer ou si je prends la parole. Je te laisse faire en tant que présidente. Ok, merci Lina. Je voudrais me joindre aux félicitations de l'ensemble des intervenants pour ce beau congrès, ces 4 journées de travail. Nous avons tous phosphoré les uns et les autres et je pense que c'est déjà une belle réussite. Je voudrais aussi en profiter pour remercier Yann Maël Le Douarin, qui a été notre président du conseil scientifique, et à l'organisation du congrès Lina Williat, qui ont permis finalement de faire vivre ces 4 journées. Remercier Leïla Damani, qui a rejoint la présidence du conseil scientifique dans les derniers jours et qui a fortement contribué aussi à la réussite de ce congrès. Et puis, bien sûr, remercier l'ensemble des membres du conseil scientifique qui sont affichés là sur la diapositive et qui ont permis de construire ce beau programme. Je n'oublie pas également de remercier les modérateurs qui ont fait un boulot fantastique. Ce n'était pas évident avec l'outil technique, mais finalement, bon voilà, ça a matché et on a réussi à faire quelque chose qui finalement nous a permis de réfléchir et de travailler ensemble. Remercier bien sûr les partenaires qui ont accompagné le congrès et Care Insight pour l'organisation et la mise en lien avec cette nouvelle plateforme Event Campus Virbela. Pour finir, je reprendrai simplement la phrase qu'a citée Yann Maël Le Douarin, qui me paraît importante pour l'avenir et qui est une phrase qui va nous permettre de travailler sur l'interconnexion de la vision numérique du parcours de soins et la vision sanitaire du numérique. C'est pas évident, mais voilà, ça nous laisse bien sûr réfléchir à partir de cette phrase sur tout ce qu'il nous reste à faire pour demain. Merci Jean-Jacques de m'avoir donné la parole. Merci à tous.